Toxinophile, toxinolâtre, toxinologue, un entretien très important aujourd'hui. Dimanche, nous sommes avec un intellectuel et théoricien politique russe, un docteur en sciences politiques et en sociologie, mais surtout un esprit libre et qui a développé des théories, nous allons en parler, et puis une analyse sur ce qui se passe en ce moment, tout à fait passionnante. Il s'agit d'Alexandre Douguine. Il est actuellement près de Moscou. Nous sommes en direct avec lui. Bonjour Alexandre Douguine. Bonjour. Alexandre Douguine, je voudrais commencer par deux tweets que vous venez de faire. Enfin, l'un il y a quelques jours et l'autre aujourd'hui. Mais je voudrais commencer, il y a quelques jours, vous tweetez beaucoup. Nous aussi, et on sait que ce que c'est devenu un instrument aussi, on aime ou on n'aime pas, un instrument de liberté. Et vous avez écrit le 11 mai, donc vous avez tweeté ceci. Pas de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, pas de cessez-le-feu entre Israël et Gaza, pas de cessez-le-feu pour les Houthis à la mer Rouge, pas de cessez-le-feu entre Russie et Ukraine. Vous savez pourquoi ? Parce que avant de s'occuper de tout ça et de terminer tout ça, Trump doit éradiquer les globalistes européens et il faut mettre en prison Soros et Clinton, sinon sa démarche va être sabotée. Et puis, deuxième tweet que vous avez fait il y a 6 heures, Poutine est prêt à rencontrer Trump sans Zelensky. Zelensky est un clown terroriste qui a été fabriqué par les globalistes qui le possèdent. Trump est souverain, il est un maître. Des discussions sérieuses doivent avoir lieu entre souverains, entre maîtres. Les globalistes sont les ennemis de Trump, il n'a pas de contrôle sur eux, ils persistent et ils font de nouveaux pièges, et ils essaient de faire de nouveaux pièges. Alexandre Douguine, apparemment, alors les deux tweets m'ont beaucoup intéressé, j'avais retweeté le premier. Apparemment, il commence à y avoir quelques cessez-le-feu entre Inde et Pakistan. Les Houthis disent qu'ils ont cessé le feu, mais effectivement, on peut se poser des questions. Mais je voudrais savoir ce que ça traduit pour vous. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, et je vais un peu plus loin avant de vous laisser répondre, vous avez écrit un papier passionnant sur Trump et tout ça, mais surtout, vous dites, c'est l'apparition après la fin de l'histoire de Fukuyama, après, effectivement, avant ça, la guerre des civilisations de Samuel Huntington. Vous dites, c'est l'arrivée et c'est le retour des empires, non pas d'un empire, mais des empires. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est à cette lumière de retour des empires que vous avez écrit les tweets que je viens de citer ? Donc, je crois que précisément, il y a deux ordres globaux, mondiaux, qui se heurtent aujourd'hui. C'est certain, il reste l'inertie du monde unipolaire, du monde globaliste, mondialiste, représenté aujourd'hui, non pas par les États-Unis, où il y a certaines révolutions conservatrices qui a été faites par Trumpistes, et aussi il y a le reste de cette unipolarité prônée par Fukuyama, c'est l'Union européenne. Donc, le globalisme s'est séparé. L'Occident s'est séparé à deux branches. Il y a deux pôles dans l'Occident aujourd'hui. Le pôle trumpiste, qui est un pôle, dans certains sens, c'est le pôle de la révolution conservatrice. Le retour aux valeurs traditionnelles et aussi l'acceptation de la part des trumpistes de l'ordre multipolaire. Mais il y a l'inertie du globalisme, du monde unipolaire, avec la domination de l'Occident libéral, et non pas
Occident comme tel, donc qui est représenté par l'Europe et par Zelensky. Donc, il y a, disons, c'est la séparation Oui, au oui. pôle de l'Occident. Et donc, ce qui est très important, c'est précisément Huntington, qui avait finalement raison sur Fukuyama et qui a formulé, disons, les contours, le paysage du futur multipolaire Oui. où les civilisations, ou l'état civilisationnel, ou les empires remplaceront les États-nations ou les blocs idéologiques. C'est en quelque sorte l'autre architecture du monde basée sur les États civilisationnels. Donc, je crois qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on est tout près d'accepter cette multipolarité ou l'ordre des grandes puissances. Les grandes puissances comme les empires, comme les États civilisationnels. Et ici, Trump veut en finir avec l'ordre précédent mondial unipolaire et globaliste pour affirmer les États-Unis comme les grandes puissances parmi les autres grandes puissances, parmi la Russie, la Chine peut-être, L'Inde, oui. Et donc, la position de l'Europe ici, c'est quelque chose la position désattardée. Les élites globalistes et libérales européennes, ils appartiennent au passé. Au passé. Dans ce cas, je crois que c'est le contexte où nous devons poser et situer, disons, tous les essais de Trump d'arrêter la guerre en Ukraine, tous les initiatives de lui de cesser le feu dans les points de conflit chaud qui existent aujourd'hui. Et le problème que je crois que le plus grand problème, c'est ce qu'il reste. Néanmoins, les traces de cet ordre libéral précédent, globaliste. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que pour aller dans votre sens, vous savez, hier encore, c'était il y a quelques jours, donc Trump était en Arabie Saoudite et il a fait ce discours. C'est très intéressant de voir des milliers de personnes avec à la tête Mohammed Ben Salman. Et que disait Trump? Il dit, vous savez, jusqu'à présent, l'Ouest, l'Occident, on voulait nous faire du nation building et on voulait vous dire comment il faut transmettre des valeurs. Ben moi, je suis là pour vous dire, écoutez, vous allez avoir les régimes que vous voulez, les valeurs que vous voulez, c'est votre problème. Nous, on n'est pas là pour régler ça. On est là pour échanger, commercer ou en tout cas avancer ensemble. C'est quand même une rupture avec effectivement tout ce qu'on entendait chez notamment les Américains et en particulier et les Occidentaux en général. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est l'autre argument, un argument de plus qui corrobore la vision générale que je partage. Ce qui le Trump est en même temps réaliste, mais être réaliste dans les affaires internationales, il existe l'école des réalistes dans les affaires. Dans les relations internationales, c'est l'attitude de prendre au sérieux la souveraineté. Donc, si vous pensez que votre civilisation, votre État doit se baser sur certaines valeurs qui ne sont pas tout à fait pareil aux nôtres, donc ça ne nous dérange pas. C'est donc votre affaire. On va avoir les relations avec vous en calculant froidement nos intérêts
nationaux, sans être les prêcheurs du globalisme, du woke agenda au promouvoir la démocratie. Cette attitude, cette tradition réaliste est toujours orientée contre le libéralisme dans les relations internationales, et Trump est bien sûr le représentant de cette école réaliste. Il n'est pas tellement émotionnel comme on le présente parfois. Il suit ce chemin, cette voie de réalisme dans les relations internationales. D'autre côté, il y a quelque chose de plus que les États nationaux qui apparaissent, maintenant, c'est les États civilisationnels. C'est quelque chose d'autre. Alors, c'est quoi la différence entre État-nation, Alexandre Douguine, et les États civilisationnels? C'est quoi les États civilisationnels, exactement? L'État civilisationnel, c'est l'Empire. L'Empire qui représente deux choses. Unité stratégique verticale, avec le souverain, l'instance de la souveraineté assez claire, ouvert. Démontré, affiché, oui. Démontré, comme potestas directa de Carl Schmitt. Mais d'autre côté, il y a la pluralité d'organisations sociétales, ethnique ou politique, même à l'intérieur. Donc, c'est la pluralité intérieure et l'unité extérieure. Donc l'Empire, ce n'est pas l'État-nation. Dans l'État civilisationnel, on peut accepter la pluralité des langues, la pluralité de définitions politiques des communautés et des individus, sans imposer à tout, comme dans le cadre de l'État-nation, de même identité de citoyen. Il ne s'agit pas tellement d'être citoyen, mais représenter les communautés à l'intérieur de cet ensemble plus général. Oui, et donc, si je vous ai bien compris, mais c'est intéressant, est-ce que donc l'empire, enfin ce qu'on appelle les empires, les États civilisationnels, mais il faut quand même, est-ce que il y a une exigence ou une nécessité de se regrouper même avec la diversité et sans du tout l'étouffer ou la contrer, mais un certain nombre de valeurs, ou c'est quoi les valeurs de l'empire à ce moment-là? Comment on pourrait les définir? Les valeurs de cet ensemble, qu'on peut appeler aussi macro-État. Macro-État ou l'État civilisationnel, c'est l'identité profonde, spirituelle, historique, culturelle et religieuse. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que c'est l'État civilisationnel? C'est la Russie. La Russie, mais non pas comme l'État national, mais comme la pluralité des peuples qui forment, même aujourd'hui, disons, cet espace eurasiatique. C'est l'Eurasie. Il y a le peuple russe au centre, mais autour du peuple russe se regroupent beaucoup des autres structures religieuses, ethniques et même politiques à l'intérieur de cette fédération même de Russie dont on parle, c'est ça? Oui, quelque chose, l'empire fédéral, l'idée qu'il y a l'unité et pluralité. En bas, pluralité, en haut, unité. D'accord. C'est quelque chose tout à fait opposé à la démocratie libérale et même différent, très différent par rapport à l'État-nation. L'autre exemple, c'est la Chine, où il y a beaucoup d'ethnies, où il y a beaucoup de religions, mais finalement, il y a certaines unités. On peut
représenter l'Europe, même l'Europe, comme l'État civilisationnel. Mais c'est le cas particulier parce que l'élite de cet État civilisationnel qui est l'Union européenne actuelle est contre sa propre identité. C'est l'État civilisationnel malade par l'élite. Par une élite globaliste, elle, complètement. Globaliste, oui, et qui nie sa propre âme, sa propre histoire. Donc, c'est le cas particulier, mais finalement, je ne crois pas qu'on peut restaurer l'ordre des États-nations dans le futur, même parce que il manque le contenu concret de la souveraineté. Aujourd'hui, seulement grand ensemble, les empires, les grands espaces peuvent être les porteurs de la vraie souveraineté. L'Union européenne a tout pour se déclarer, disons, le pôle du monde multipolaire, l'État civilisationnel, mais pris d'une manière isolée, la France, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, même Grande-Bretagne, ne peut pas vindiquer le statut d'être vraiment l'entité souveraine. C'est le problème, à mon avis. Oui, ils ont été des empires, mais il y a longtemps, ils ne le sont plus. Je parle de chacun, que ce soit l'anglais ou autre. Alors, la question que je voulais poser à Alexandre Douguine pour poursuivre là-dedans, dans ce domaine, est-ce que, alors, si vous comparez justement Trump et ce que vous avez décrit sur Trump, quelle est à la fois la différence et les rapprochements et éventuellement un dénominateur commun entre Trump et Poutine? Parce que lui, Poutine, c'est quoi par rapport à cet État civilisationnel et par rapport à cet empire, disons, si on peut qualifier l'empire russe? Poutine, c'est en quelque sorte le modèle. Poutine a commencé d'affirmer l'indépendance et la souveraineté de l'État russe dans l'État très déplorable qui a reçu de Yeltsin. Poutine a commencé de faire la grande restauration de la subjectivité, d'être le sujet dans les affaires internationales et non pas l'objet dans les relations internationales. Et Poutine, il est contre le libéralisme, le globalisme, mais aussi il est contre le nationalisme. Il est quelque chose d'autre. Il est beaucoup plus en faveur des valeurs traditionnelles et restauration de grands États aux grandes puissances. Mais non pas ethniquement russes, mais eurasiennes en quelque sorte. En unifiant, en essayant d'unifier autour de la Russie, autour le peuple russe, les autres structures qui existent dans l'Eurasie, d'une manière pacifique, quand il est le cas avec Bélarussie, au Kazakhstan, ou dans certaines circonstances tragiques par la force. Mais comme l'Ukraine en ce moment. Et si on fait la comparaison avec au moins le programme de Trump, il veut faire quelque chose de très semblable. Il veut unifier les États-Unis et, disons, l'espace politique autour, surtout vers le nord, Canada et Groenland. Groenland, oui, bien sûr. Groenland. Donc, c'est en quelque sorte, c'est l'idée de créer le grand espace nord-américain au lieu de continuer, disons, de promouvoir la démocratie globaliste, libérale au niveau international. Donc, il fait faire... peut-être je me trompe, mais je vois ça dans les déclarations, des gestes
des paroles et des actes de Trump précisément la même volonté d'organiser l'espace nord-américain dans le cadre précisément de ce pôle, de cet état civilisationnel. Vous voulez dire, en tout cas, c'est une vue tout à fait intéressante. Vous dites qu'en fait, Trump veut organiser l'état civilisationnel nord-américain ou autre, comme Poutine veut organiser l'état civilisationnel eurasien, quelque part. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, est-ce que de ce point de vue, donc, vous en concluez, et ça c'est tout, c'est parce que c'est une très grande discussion, ce ne sont plus des nationalistes, comme on l'appelait le nationalisme. Ça n'a plus, je ne dis pas que ce ne sont plus des gens qui aiment leur nation, mais ça n'a plus à voir avec la notion de nationaliste telle qu'on la disait depuis toujours ou depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Le nationalisme, c'est l'autre chose. Le nationalisme, c'est ce que nous voyons en Ukraine. Donc, il y a l'idée de certains groupes, des intellectuels et des politiciens, de promouvoir l'identité totalement artificielle et fausse, historiquement, culturellement et fausse, absolument artificielle, pour s'opposer à l'empire. Le nationalisme, c'est l'ennemi de l'empire. Et l'empire, en quelque sorte, c'est quelque chose d'autre, quelque chose totalement d'autre. Quand on nous appelle les Russes nationalistes, quand on appelle Trump nationaliste, c'est tout à fait faux. Parce que il s'agit de quelque chose d'autre, de l'unification de grands espaces sur les valeurs communes au peuple qui y habite, au-delà des frontières nationaux. C'est quelque chose totalement d'autre. Il n'y a pas l'élément ethnique, il n'y a pas au centre de ce projet-là, il n'y a pas l'élément d'élément racial, c'est quelque chose tout à fait différent. Donc, il s'agit de la création de grandes entités politiques, souveraines et indépendantes, basées sur la communauté des idées, de l'histoire, du passé, du futur, des projets, de la mémoire commune et en même temps la vision du futur commun. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement de passéisme, il s'agit de même projet pour le futur. Mais alors justement, c'est pour poursuivre cela qui me paraît effectivement très important pour définir ce qui est en train de se passer en ce moment et depuis quelque temps. Donc, pour vous, pour répéter là-dessus, pour Alexandre Douguine, pour cet état civilisationnel ou cet empire, et on les voit, les empires arriver et très fortement en ce moment, vous dites donc, si j'ai bien compris, qu'il faut qu'il y ait effectivement une notion commune du passé, une notion commune de où on veut aller et des repères. Est-ce que ces repères doivent comprendre forcément une attitude spirituelle, religieuse, cette civilisation, comment je voudrais que vous alliez un peu plus loin, comment la définir? Par exemple, s'il y a un empire américain, ça on le sait, c'est pas nouveau, qu'il y ait un empire russe qui revient, qu'il y ait un empire indien ou un empire chinois, ils vont se retrouver autour donc de quelques critères qui, cela, quelles que soient les diversités ethniques, religieuses ou autres, qui seront en tout cas basiques, qui seront un peu le socle de tout ça. Et je voudrais en quelques mots, vous disiez, c'est quoi le socle, en fait? Ça dépend de cas concrets. Je crois que, disons, les civilisations et la pluralité des civilisations consistent précisément dans la différence des bases. Ces socles ne doivent pas être identiques dans chaque cas. Par exemple, on peut imaginer l'unité, et c'est plus facile, basée sur la religion. Ou la culture religieuse. C'est le cas de l'islam. Et je crois que finalement, tôt ou tard, le monde islamique sera obligé de construire sur la base de la communauté religieuse quelque chose de plus. Un nouveau califat
peut-être. Mais dans le cas de l'Inde, des Indes, c'est quelque chose d'autre, parce qu'il n'y a pas la chose tout à fait pareille et identique à la religion qui unit les hindous, mais il y a hindutva, il y a l'identité profonde commune qui unit les gens, les bouddhistes, les Shaivas, les Vishnuites, Krishnaïtes, les Jainas, les bouddhistes et les autres. C'est dharma, la loi de dharma, non tellement l'État, mais précisément ce système disons, des valeurs et des castes, peut-être, de la foi commune dans certaines choses qui ne sont pas strictement religieuses comparant à ce que nous, comme nous comprenons la religion. L'autre chose, c'est la Chine. La Chine, ce n'est pas l'État, c'est l'Empire. C'est l'Empire qui possède dans le centre de l'idée même de l'empire chinoise, quelque chose de transcendant, c'est spirituel. Il ne s'agit pas seulement de ce monde, parce que l'empire, c'est le reflet du ciel. Donc, le ciel se communique à la terre à travers l'empire. Et c'était toujours le sens et le centre de la conscience sociale, politique, historique des Chinois. L'autre chose pour l'Occident, je crois, les États-Unis étaient fondés sur l'idée de créer quelques sociétés artificielles protestantes eschatologiques. Et même, c'est l'autre idée, l'idée non pas nationale, non pas historique, mais c'est les Américains ont unis par le même projet protestantiste et eschatologique. C'est l'autre chose. L'autre chose, l'Europe. Je crois que l'Europe devra être plutôt unifiée par le socle précisément de la culture grecque-romaine et chrétienne. Donc, c'est Rome, Athènes, Jérusalem, l'Europe. Oui, absolument. Et quand on veut se débarrasser de toutes les deux, de la foi et de l'histoire, de la philosophie, de Platon, d'Aristote, en les jugeant comme les non politiquement corrects assez, non woke, non assez woke, c'est suicide culturel. Donc, si nous voulons de voir la véritable renaissance de l'Europe, l'Europe doit s'approprier de sa propre identité profonde. C'est l'Europe européenne que devra être la base de cette possible, souhaitable renaissance, au moins souhaitable pour moi. Je suis un grand admirateur de la culture européenne, mais de l'Europe vraie, non pas de ce simulacre qui est devenu aujourd'hui. Pas le simulacre de l'Union européenne, et l'euro ne fait pas une civilisation. Je parle de la monnaie, c'est ça. Et alors, Alexandre Douguine, justement, je voudrais qu'on creuse un peu au-delà de ce qui a été dit et qui est effectivement une base de réflexion qui me paraît en tout cas incontournable. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, aujourd'hui il y a encore, c'est vrai, c'est la lutte, je ne dirais pas la lutte finale, mais une lutte entre globalistes et identité ou souverainistes, allons-le comme bleu ou patriotes. Mais justement, vous avez défini avec son notion d'empire ce que veut dire aujourd'hui le nationalisme, et c'est pas la même chose tout à fait. Est-ce que l'Eurasie, dont vous avez parlé, que vous avez dans plusieurs livres, vous en avez parlé, vous l'avez théorisé, est-ce que l'Eurasie aujourd'hui, à l'aune, au spectacle de ce que nous voyons un peu partout, est-ce qu'elle est en train de se faire pour vous? Oui, mais l'Eurasie, c'est le concept qui a beaucoup de niveaux.
niveau en profondeur, parce qu'on peut dire que l'Eurasie, c'est la Russie actuelle. On peut dire qu'on peut définir l'Eurasie comme l'espace commun à l'Union soviétique, à l'Empire russe. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus que la Russie actuelle, la Fédération russe. On peut dire que l'Eurasie représente quelques civilisations entre l'Asie profonde et Oui. l'Occident profond, et même on peut considérer l'Eurasie au sens plus large comme grand continent où l'Occident européen et l'Orient chinois et indien sont inclus. Donc, on peut donner beaucoup de versions de l'eurasisme. En même temps, on peut dire que l'Eurasie, c'est l'idée de land power, géopolitique, la terre, la civilisation de la terre, continentalisme. Dans ce cas, on peut élargir le concept de l'Eurasie, même en incluant aussi, par exemple, le trumpisme américain, qui n'a rien à voir avec l'Eurasie géographique, Oui, bien sûr. mais en quelque sorte, c'est la même chose que nous avons en vue en défendant l'Eurasie. C'est la terre, la fixe, l'identité fixe, l'éternité, la tradition, les valeurs sacrées, qui sont sacrés pour nous, qui sont sacrés pour les Chinois, pour les Indiens, pour les Américains aussi bien. Donc, c'est en quelque sorte, en quelque sorte, il y a beaucoup de niveaux. Oui, c'est ça. Le concept de l'eurasisme. Et je crois que multipolarité, c'est la réussite précisément de l'approche eurasienne au continentaliste, et nous voyons le résultat. Ce n'est pas ce n'est pas juste la rêve, mais c'est une réalité. Vous voyez un début de réalité, en tout cas, qui est en train de se faire. On va voir, effectivement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant, parce que quand on pense que la chute, enfin l'effondrement de l'URSS date aujourd'hui de quoi? De 35 ans. Qu'est-ce que c'est que 35 ans dans l'histoire? Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est un clin d'œil, mais on voit qu'est-ce qui s'est passé en 35 ans, ce qui est énorme. Quand on voit ce qu'était l'Amérique, alors on ne dit pas que c'est fait, mais l'Amérique de Biden par rapport à l'Amérique de Trump, on voit déjà, en tout cas, en quelques mois, déjà des changements énormes. Mais est-ce que vous, qui avez vécu, Alexandre Douguine, l'Union soviétique, qui avait vécu effectivement la guerre froide, enfin en tout cas qui avait connu la guerre froide, et qui avait connu la fin de l'histoire, la soi-disant fin de l'histoire qui a duré ce que vivent les roses, qui voit la multipolarité arriver effectivement au-delà. Est-ce que vous vous attendiez, vous, en tant que sociologue, en tant que philosophe, en tant qu'homme de pensée, à cette espèce de bouleversement auquel on assiste aujourd'hui depuis quelque temps, quoi, avec cette ampleur? Oui, mais c'est l'expérience passionnante, parce que pendant ma vie, au niveau de la conscience, a duré plus ou moins 50 années déjà, après la jeunesse. Donc, j'ai observé, j'ai remarqué, j'ai vu tant de régimes changer, non pas les régimes politiques seulement, mais aussi les ordres. Je suis né dans le monde bipolaire, dans la guerre froide. Après, j'ai participé déjà comme adulte dans le passage de l'Union soviétique vers le libéralisme, le monde unipolaire, même
quand le monde unipolaire est arrivé sous mes yeux, et quand la Russie s'est donnée volontairement à l'Occident pour remplir le vide idéologique par le libéralisme, donc après précisément dès le début des années 70, Oui. je suis commencé de développer cette vision alternative à l'unipolarité. Et donc, c'est passé encore plus que 30 ans quand je vois que les idées qui étaient proches et chères à moi commence à se réaliser. Le premier pas a été arrivé de Poutine, qui a commencé de rétablir de la Russie en tant que la puissance souveraine, mais après les autres BRICS, les autres peuples, les États ont joint le processus, mais le moment, je crois, de plus grande dans tout ça, c'était deuxième arrivée au pouvoir Trump, qui a confirmé la justice de cette volonté de voir le monde organisé comme l'ensemble multipolaire était confirmé, cette volonté a été confirmée par les États-Unis qui, avant, il y a seulement 4 ou 5 mois, était la citadelle, le centre du globalisme libéral et unipolarité agonisante. Donc, c'était vraiment quelque chose comme le miracle. Et ce qui est intéressant, que je crois que dès le début de mon démarche intellectuelle, j'ai trouvé en Occident, en France, les gens qui pensaient de la manière tout à fait pareille, comme Alain de Benoît et les autres. Par exemple, donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui s'arrive d'une manière spontanée, mais il y a les intellectuels, les politiciens, les gens politiques, les gens de la culture qui luttaient depuis la jeunesse, les décennies, pendant les années et beaucoup des années, pour ce projet se réalise. C'est vrai, mais Alexandre Douguin, ce qui est intéressant, et là je parle de l'Europe en général, mais de la France en particulier, on ne peut pas dire qu'ils étaient très nombreux. Bien sûr qu'ils existaient, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que des intellectuels comme vous en Russie, il y en avait quelques-uns qui partageaient vos idées? En France, vous parlez d'Alain de Benoît, puis d'autres, il y a eu quelques-uns, mais franchement, en Europe, et je ne parle pas des États-Unis, c'était une minorité. Il n'y a que quelques temps qu'on voit émerger un certain nombre de voix dissidentes, au vrai sens du terme, où on dit, attendez, ce n'est plus ça. Et quand vous dites, juste je rappelais, est-ce qu'au fond, est-ce que Poutine, comme un certain nombre d'intellectuels, ont remis, comme on dit en France, l'église au milieu du village? Chez vous, c'était l'église orthodoxe. Chez nous, c'est peut-être d'autres notions de patriotisme et d'identité. Mais vous n'étiez pas très nombreux, je parle en général, à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est mue par les minorités absolutes. C'est donc, les minorités agissantes. Agissantes, oui, parce que Heidegger a expliqué ça très bien dans sa théorie. Ce qui, Dasein, être là, est commun à tout le peuple, à toutes les sociétés. Mais ce sont les personnes très rares qui peuvent donner leur voix à cette existence du peuple. Et ils sont en minorité totale, mais ils sont en quelque sorte les miroirs de la pensée obscure qui le peuple, la grande société pense. Donc, il s'agit de la représentation. Les élites actuelles libérales en Europe ne représentent
pas cette pensée obscure et peu connue du peuple, mais les gens comme Alain de Benoît et les autres intellectuels français ou européens, ils sont porteurs de ce message. Ils sont ignorés, ils sont persécutés, ils sont inconnus, ils sont marginalisés ou démonisés, mais malgré tout, ils sont les porteurs, non pas de leur propre pensée au système de la pensée individuelle, mais ils sont représentants du peuple. Ils sont très rares, absolument rares, mais c'est toujours dans l'histoire comme ça. Les gens qui peuvent vraiment penser, ils étaient toujours en sont et ils seront en minorité. Mais le problème est s'il s'agisse en tant comme les représentants de quelque chose de plus grand, de l'histoire du peuple, de l'idée, de grandes idées et des grandes idées, où ils ne représentent que système eux-mêmes. Oui. Alors justement, je voudrais passer à un peu des exemples concrets, Alexandre Douguine, parce que est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on a commencé à voir ces plaques tectoniques qui bougent. Est-ce que vous croyez, par exemple, vous pensez que ce qui se passe avec les BRICS, ça a été intéressant? Vous étiez, le 9 mai, vous étiez à Moscou ou pas pour la fête, pour le défilé? Vous étiez là-bas? Oui. Bien. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons vu en même temps des images ici en Occident, les images du défilé qui étaient extrêmement impressionnantes en tout cas, les images des chefs d'État et autres venus un peu de partout à Moscou, et nous avons vu aussi la réunion de certains pays européens à Kiev pour soutenir l'Ukraine. Ils étaient 5 ou 6, c'est pour dire nous allons nous battre jusqu'au bout et aider l'Ukraine. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes à l'ère, on va voir ce que va durer, mais enfin, pendant que nous parlons, les avertissements, qu'est-ce qui va se passer entre Poutine, entre Trump et Zelensky? Et vous avez eu des mots très durs à l'envers de Zelensky. Vous estimez que Zelensky, c'est le nom de quoi? C'est le miroir de quoi, en fait, pour vous? Je crois que la partie organique du monde globaliste libéral qui finit. Donc, qui est finissant. Qui est fini, finissant. Finissant. Donc, c'est quelque chose, c'est juste leur instrument et rien de plus. Donc, c'est comme l'islamisme radical a été créé précisément pour déranger les tendances dans le monde islamique pro-soviétique, au moins anticolonial. On a fait le même avec le ultranationalisme, nazisme, racisme ukrainien pour servir le but des globalistes. Donc, c'était, à mon avis, et c'est très important, ce que Trump était absent dans le deux événements. Oui. Donc, Trump n'était pas ni au Kiev ni au Moscou. Théoriquement, il pourrait être au Kiev ou au Moscou, mais il n'était pas nulle part. Ni l'un ni l'autre, oui, absolument. Ni l'un ni l'autre. Donc, c'est très intéressant, c'est symbolique, tout ça, parce qu'il y a le monde multipolaire, précisément le monde de BRICS, de grands États civilisationnels qui émergent, qui s'apparaissent à travers la globalisation, le globalisme, la Chine, l'Afrique, Traoré est à présent, les gens les leaders de l'Amérique latine. Javier Milei, tout ça, etc. L'Argentine, oui. Est-ce que vous le mettez? Parce que l'Argentine, il est très libéral, en tout cas économiquement, là.
Oui, oui. Le Mélène n'était pas trop pro-russe, mais finalement, Non. avec Trump, tout est changé. Il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir entre la Russie et les États-Unis. Le cas est tout à fait différent. Il faut choisir entre le libéralisme globaliste représenté aujourd'hui par Macron, Merz, l'Europe, Starmer et Zelensky, c'est un camp où Trump et Poutine. Et ce qui est très intéressant, c'est que les représentants de l'Europe, Orban, Fico, Vucic, ils ne sont pas tellement seulement pro-russes. Ils sont pro-Trump aussi. Donc, ce qui est très intéressant, ce euro-trumpisme aujourd'hui n'est pas absolument hostile à la Russie. Il ne s'agit pas de choisir entre Poutine et Trump. On doit choisir entre Macron d'un côté, Trump et Poutine d'autre côté. C'est très, oui, vous voulez dire c'est Macron, Starmer et Merz, et Poutine et Trump de l'autre côté. Absolument. C'est tout à fait inattendu, à mon avis, ce tour de l'histoire, mais on est déjà là, parce que les globalistes, ils haïssent Poutine et Trump. Peut-être aujourd'hui, ils haïssent Trump plus que Poutine. Oui. C'est tout à fait possible, parce que avant, ils pouvaient faire du business comme ils voulaient. Et puis discuter avec là, ce n'est plus tout à fait le cas, effectivement. Et vous pensez que, alors justement, sans faire de prédictions et sans faire, mais vous avez une vision, Alexandre Douguine, est-ce que vous pensez que on peut dire que c'est irrévocable? Vous allez me dire, l'histoire n'est jamais irrévocable. Est-ce que la tendance peut se renverser encore? Ou à votre avis, en tout cas, dans l'avenir prévisible, je ne parle pas de siècles ni de décennies, est-ce que ce mouvement est parti pour durer et augmenter et gagner? Je crois que après la seconde venue de Trump, on est arrivé au point irrévocable, irréversible. Donc, on ne peut pas retourner au monde unipolaire comme rien n'est passé. Donc, c'est déjà impossible. Impossible, absolument. Trump, il est trop radical pour retourner sur les positions totalement de Biden et des globalistes, d'accepter leur vérité, parce que ça serait le suicide idéologique du Trumpisme, mais elle n'est pas l'homme tellement léger et tellement superficiel. Au moins, il possède certaines visions aussi, qui peut-être il hésite entre la multipolarité et atlantisme, donc hégémonie purement américaine. Mais ce qui est absolument sûr, c'est qu'il n'est pas il n'appartient pas au camp des globalistes, des mondialistes, c'est sûr. Dans ce cas, je crois qu'avec sa victoire aux États-Unis, nous sommes passés le moment irréversible. Donc, nous sommes aujourd'hui, on peut affirmer sans hésitation, ce qu'on est dans la multipolarité. Mais quelle multipolarité? Aujourd'hui, c'est l'autre bifurcation possible. Donc, on peut imaginer le futur avec beaucoup de tours imprévisibles, originels. Donc, on est le mondialisme, unipolarité, c'est fini, à mon avis, irréversiblement. Mais quel monde nous allons... Quelle multipolarité nous allons avoir, quoi. Absolument, c'est ça. Absolument. Et c'est la question totalement ouverte. Rien n'est pas assuré ici. Bien sûr. C'est dans le processus de l'histoire, encore une fois, ouvert, quand
on fera, disons, l'architecture de nouveau ordre international. L'ordre, le vieil ordre international est totalement détruit, totalement disparu. Et aujourd'hui, on doit créer presque de zéro. On doit partir de zéro, à votre avis, ou presque. Presque, presque. Et aussi, il y a tant de chemins, tant de voies ouvertes, tant de possibilités qu'on peut utiliser ou perdre. Donc, l'histoire est de nouveau ouverte, mais plus que ça, on ne peut pas prédire. Donc, on est dans le mer ouvert, on est dans l'océan. On est dans le champ des possibles, mais c'est intéressant parce que, Alexandre Douguine, disons qu'on peut dire que vous êtes, aujourd'hui, en tout cas, vous écoutez, l'un des premiers militants poutino-trumpistes. On peut dire ça. Oui, aussi européiste, parce que j'aime beaucoup l'Europe, mais l'Europe des valeurs, l'Europe des identités, le grand Europe gréco-romaine est chrétienne. Dans ce cas, il ne faut pas choisir entre Poutine, Trump ou l'Europe. Donc, il faut choisir entre la tradition et les valeurs sacrées et enracinées et anti-valeurs globalistes, libérales que je rejette. Alors, et justement, pour parler un peu de l'Europe, Alexandre Douguine, est-ce que vous croyez ça possible? Parce que pour le moment, alors vous allez me dire, l'histoire, ça prend du temps, et évidemment, l'avenir n'est pas écrit, le passé à peine. Est-ce que l'Europe, justement, est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis, est-ce que l'esprit globaliste n'a pas, pour le moment, émigré de Washington à Bruxelles? Oui, c'est sûr. À mon avis, maintenant, l'Europe, c'est la dernière refuge. Le dernier bastion du globalisme. Bastion du globalisme, oui. Donc, disons, mais Macron, même Zelensky ont certains sentiments de devenir les leaders de cette unipolarité finissante. Macron avait le même sentiment, même pendant le premier mandat présidentiel, de Trump. Aussi, il s'est considéré comme anti-Trump. Anti-Trump européenne. Et j'ai parlé avec Bernard Lévy à Amsterdam. Donc, quand Trump était président pour le premier mandat, et j'ai aperçu que les globalistes et les libéraux européens ont eu l'idée d'opposer, disons, cet nationalisme de Trump par proposer l'autre figure qui était Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est risible. C'est pas très bien parti, non? Absolument. C'est très mal parti. Maintenant, c'est plutôt le bouffon, le personnage qu'on a haï partout dans la France, mais quand même, il persiste. Et il insiste sur l'Europe de Ursula von der Leyen, de Merz, de Macron. Je crois qu'il y a certaines volontés des libéraux de conserver, de sauver l'Europe globaliste, unipolaire et anti-européenne, ouvertement anti-européenne, contre cette Europe que revient à l'Hongrie, peut-être à Roumanie, peut-être à Slovaquie, en Italie. Donc, il y a d'autres... Même en Allemagne, peut-être. Même en Allemagne. Oui, même en Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pays dans l'Allemagne actuelle, la Prussie, qui vote AfD, et la Prusse et l'Allemagne de l'Est, c'est ça que vous voulez dire? L'Allemagne de l'Est, oui. Donc, des entités profondes, historiques,
se réveille en quelque sorte. Donc, je crois que l'Europe va dépasser la crise actuelle. Je crois que la révolution conservatrice européenne arrivera un jour et d'une manière pacifique ou non, mais ça dépend de vous. Donc, je ne peux suggérer rien. Donc, mais en même temps, les vrais Européens doivent connaître que les Russes aujourd'hui, les Russes qui ont choisi les valeurs traditionnelles, la chrétienté, notre héritage spirituel, sont à votre côté parce que vos luttes et notre lutte, non pas pour nous, mais pour vous. Donc, nous sommes absolument sincères parce que pour nous, c'est la question des idées. Et les idées sont liées à la tradition. Sont communes. Le tronc de notre histoire, de notre histoire profonde, l'arbre, le tronc de l'arbre de notre histoire profonde est commun à nous, à l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et vous savez, Alexandre Douguine, vous savez aussi bien que moi-même, qu'un certain général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Pour aller peut-être plus loin, mais enfin, à l'époque, c'était il y a 50 ans, même plus que ça, 70 ans. Juste un mot, je voudrais que nous parlions de vous. Je sais que, à côté, il y a eu des drames dans votre vie, vous avez connu le malheur, la violence, la perte de votre fille, mais je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une période où, effectivement, après des moments très difficiles, on ne sait pas, on entend le bruit de bottes, aujourd'hui on entend même des bruits de bottes nucléaires. Vous êtes optimiste? Vous pensez que on va aller, parce qu'on parle beaucoup d'affrontements en ce moment, l'envoi des troupes, etc., etc. On entend même chez vous des gens dire, écoutez, n'oubliez pas que nous avons des armes qui peuvent vous anéantir. De l'autre côté, on dit, oui, nous aussi, etc. On entend beaucoup de discours, bien sûr, mais enfin, on est dans un monde quand même où on a les armes qu'on a. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça, ou vous dites, le pire peut arriver quand même? Ma fille Daria Dugin, qui a été tuée par les terroristes ukrainiens avec tout support, l'appui tout l'appui de l'Occident globaliste libéral, elle a imaginé le terme optimisme eschatologique. Nous avons publié après sa mort, le livre avec le même nom. Optimisme eschatologique. Optimisme eschatologique. Comment vous l'expliquez? Comment vous le définiriez, cet optimisme eschatologique? Oui. Optimisme eschatologique, c'est si même nous devons passer par les événements tragiques, si nous ne pouvons pas influencer le cours de l'histoire ou influencer Providence, on doit se tenir toujours un esprit haut, on doit toujours avoir la foi, et on doit toujours lutter, même s'il n'y a aucune chance de vaincre, même si on lutte avec toute la force et toute décision, même dans les situations quand la victoire est impossible, la victoire arrivera. C'est donc l'attitude héroïque, on peut dire, l'héroïque d'affronter la situation extrêmement difficile, tragique et négative, mais conserver la foi, conserver l'espérance et conserver l'amour. Non céder aux conditions du siècle noir, un siècle difficile de faire, mais toujours être fidèle aux idées, aux valeurs, et trouver la joie de vivre, même dans les situations plus terribles qu'on peut
affronter. Oui, écoutez, je crois que c'est très important et d'ailleurs très beau de dire ça et très beau, vrai sens dans tous les sens du terme. Même un philosophe que je ne sais pas si vous aimez ou pas, qui a dit des choses bien, des choses moins bien, qui est Jean-Paul Sartre, parlait de l'espoir au-delà du désespoir. Et je crois que c'est un peu ça. Hein. Excellent, excellent. Et Alexandre Douguine, juste un mot par rapport à ça. On a beaucoup parlé de Trump, mais je voudrais savoir, vous aurez aussi parlé de Poutine. Est-ce que pour vous, Poutine, ça a été et c'est toujours l'homme de la situation pour avancer dans la voie que vous souhaitez, que vous avez tracée, de cette voie de la multipolarité, les empires, les États civilisationnels. Est-ce que Poutine est toujours cet homme-là? Oui, il est toujours, même dans les moments pires de notre histoire récente, quand j'étais même choqué par certaines décisions qu'il a fait pendant 2014, quand il a arrêté, disons, notre attaque pour libération de l'Ukraine de l'Est. Oui, oui. Du Donbass. Du Donbass, oui. C'était, à mon avis, l'erreur. J'ai toujours ouvertement le déclaré. Mais finalement, je crois que même dans les moments pires de notre histoire, il a toujours été l'homme de destin, en quelque sorte, même dans ses erreurs, parce qu'il poursuit, il va dans la direction unique pour sauver la Russie, pour restaurer notre indépendance et souveraineté. Et je crois, mais en même temps, je crois que c'est le personnage un peu tragique, peut-être plus tragique qu'on pense, parce qu'il est comme Moïse. Il veut mener son peuple de traverser la mer. Oui, mais aussi, il se trouve maintenant dans le désert. Dans le désert, et il est obligé de passer par le labyrinthe, toujours répétant le même cercle à l'intérieur du désert, mais peut-être il n'a pas la mission d'aller au-delà. C'est l'autre figure, Jésus Navin, qui sera le leader russe qui finalement recommencera notre histoire. Poutine, c'est l'héros historique qui mène notre peuple par le désert, pour retourner au pays, à la terre promise. À la grande tradition de la terre promise russe, enfin de la terre russe, c'est ça. C'est ça. Oui, écoutez, en tout cas, la comparaison de Poutine-Moïse est intéressante. Elle est, écoutez, on va l'apprécier comme on va l'apprécier, mais en tout cas, je trouve que vraiment l'image et les images et les concepts que vous donnez, Alexandre Douguine, sont des concepts sur lesquels on peut et on doit réfléchir et creuser. Et j'espère surtout, parce que ça, en ce moment, c'est pas le cas, qu'entre l'Europe et la Russie, on va pouvoir à nouveau non seulement se parler, se rencontrer, mais comme disait Montaigne, frotter nos cerveaux ensemble. C'est ça qui est important, non? Tout à fait d'accord. J'ai l'espoir que finalement, notre dialogue entre la Russie et l'Europe sera restauré, sera sauvé contre les gens qui ont usurpé le droit de parler de la part de l'Europe. Je crois que le peuple, les intellectuels et la vraie société européenne est tout à fait différente par rapport à l'image des figurés corrompus que les libéraux et les globalistes veulent en faire. Et juste un mot, est-ce que est-ce qu'il y a, alors vous allez parler de Trump et de Poutine, est-ce que, juste un mot, et je finis là-dessus, est-ce que des gens comme Musk
est-ce qu'on a un peu l'équivalent en Russie, ou est-ce que c'est, je prends Musk, est-ce que Musk, conceptuellement, hein, je parle du créateur, je parle pas de l'homme d'affaires ou du multimilliardaire, est-ce que Musk vous intéresse aussi dans cette galaxie-là? Oui, je crois que c'est l'autre chose, mais dans le trumpisme actuel, il y a les éléments surprenants, les éléments étonnants. Oui. Musk, les gens de Silicon Valley, les oligarches qui ont choisi la tradition contre le libéralisme et la démocratie libérale. C'est tout à fait extraordinaire, à mon avis. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Mais la seule chose, c'est que chez nous, le libéralisme n'a pas tant de racines comme aux États-Unis. Donc, le phénomène de quelques oligarques russes libérales qui s'est converti dans le patriotisme, ça ne fait pas grande histoire. Aujourd'hui, tous les oligarques sont les patriotes. Il y a la figure de Konstantin Malofeev. Il est très riche, extrêmement riche, mais qui dès l'année 2014, s'est déclaré d'être aux côtés de la Russie, aux côtés de Poutine, aux côtés de l'Empire en même temps. Il a écrit le livre. C'est très rare entre les oligarques. Absolument, quand on a écrit le livre, il a écrit 3 volumes sur l'Empire. Je crois que c'est le personnage et maintenant il veut organiser le forum à Moscou où vous êtes aussi invité sur le futur pour l'Europe, pour la Russie, pour le monde. Et donc cette idée de prêter l'attention non pas à la tradition et au passé, mais être engagé dans la création futuriste, en quelque sorte, de l'ordre global, c'est le trait qui unit Elon Musk et Konstantin Malofeev, mais aussi des autres personnages qui se regroupent d'une manière ou d'autre autour de lui. Nous irons écouter, merci en tout cas, Alexandre Douguine, nous irons au Forum de Moscou, nous serons ravis de vous rencontrer. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Alexandre Douguine.